Un bilan global inattendu, 10 victoires pour 6 défaites et vraiment une très bonne place dans la conférence Ouest pour une équipe qu'on appelait au tanking. Bien évidemment, c'est incroyable, nous dit assez parler de moi. Et effectivement, c'est la surprise, la belle surprise de ce début de saison, le Jazz. C'est une équipe qui certes se repose énormément sur le 3 points, avec presque 43 points pris par match en moyenne, 3e de la ligue dans ce secteur de jeu, mais une adresse qui, si elle est bonne, correcte même, se tient dans la moyenne. 36,7% à 3 points, 10e de la ligue, 8e à l'offensive rating, 9e au defensive rating. C'est finalement une équipe du Jazz surtout et avant tout extrêmement collective. 65% d'assist percentage, 6e de la ligue dans l'exercice. Pourtant, au vu du roster, et on le disait d'ailleurs dans la preview, il y avait un manque potentiel sur le playmaking. En tout cas, c'est ce qu'on pouvait croire, puisque hormis Conley, Mike Conley bien sûr, meneur vétéran dans la ligue s'il en est, il n'y a vraiment aucun playmaker de premier plan. Et c'était clairement une potentielle faiblesse de l'équipe. Et finalement, ça s'avère être le point fort central de cette équipe, la capacité de playmaking de chacun et la profondeur de l'effectif. Une vidéo dans laquelle vous allez voir, ça va tourner en boucle, encore une fois, avant de passer sur une palette vidéo beaucoup plus précise. Une vidéo dans laquelle vous verrez plusieurs joueurs insoupçonnés, inattendus dans le registre de la passe, dans le registre de playmaking, et qui pourtant voient leur moyenne d'assists augmenter cette saison, très souvent arriver jusqu'à un career high, comme on dit, c'est-à-dire vraiment leur meilleure moyenne d'assists en carrière. Alors pour certains, ça ne représente pas forcément grand-chose en chiffres absolus, mais je vous assure que dans le jeu, ça fait une très grande différence, et vous allez le voir que, et on le verra à la palette ensuite, la grande force du Jazz, ça va être de pouvoir compter sur énormément de joueurs polyvalents qui vont tous pouvoir passer le ballon et avec des systèmes du coup très collectifs et qui vont offrir grand nombre de shoots ouverts, que ce soit dans la peinture, mais surtout encore plus à 3 points. Le système offensif du coup du Jazz qui va beaucoup se baser sur les écrans off-ball et qui vont pouvoir démarquer. Alors les écrans off-ball avec un système très simple là pour commencer, et puis on va voir que graduellement on va apporter de la complexité et Will Hardy qui va réussir à élever tout le plafond offensif de sa franchise, de son équipe, qui profite de la polyvalence de ses joueurs et de l'intelligence de jeu de ses joueurs. Ça commence avec Talen Horton-Tucker en tête de raquette, mais vous voyez ici ce qu'on va regarder, c'est Jordan Clarkson qui est dans le corner à gauche. Lauri Markkanen qui va lui poser un écran, encore une fois écran off-ball, je vous le rappelle, et Talen Horton-Tucker qui va lui faire la passe sur le curl. Vous voyez que du coup, grâce à cet écran, Jordan Clarkson arrive à se démarquer. Il va récupérer le ballon, son défenseur est dans son dos. Il n'a plus qu'à gérer cette situation de 2 contre 1 en monopolisant son défenseur et en faisant la passe ou en terminant par-dessus lui comme c'est le cas ici. Là où le Jazz va commencer à apporter des choses, c'est que ces situations vont se complexifier et vont se diversifier et on va réussir à profiter de toute la polyvalence des joueurs, mais aussi de pouvoir leur laisser de la liberté, de l'improvisation et du coup aussi apporter des menaces encore plus fortes vis-à-vis des défenses adverses. Là, encore une fois, on est dans la même situation et on profite aussi, vous le voyez, d'Olynyk à la passe, puisque si c'est Mike Conley qui fait l'écran, ça veut dire que c'est Olynyk qui fait la passe en tête de raquette. Il faut que celui-ci soit capable de faire la passe en rythme, dans le bon tempo, dans les mains, etc. Parce que tous les intérieurs ne sont pas capables de faire mine de rien. Le fait d'avoir Mike Conley qui pose l'écran, ça permet d'avoir une situation de pick and roll beaucoup plus dangereuse off-ball. Et ça, c'est ce que permet de faire Olynyk en étant en tête de raquette. Autre variation, donc, je vous ai sélectionné ces actions pour que vous ayez à peu près toutes les variations de ce style d'action. Cette fois-ci, vous le voyez, encore une fois, Mike Conley va poser l'écran, sauf que on n'attend pas, et on voit que Markkanen va tout de suite prendre le drive, ce qui peut surprendre la défense, notamment quand vous avez joué plusieurs fois cette action. Vous ajoutez cette nouveauté-là, le défenseur ne s'y attend pas et va plutôt jouer l'écran de Mike Conley, et donc c'est surprenant et ça permet d'avoir un shoot
pas trop mal au milieu de la raquette. Même si là, Hunter fait un beau boulot défensif et ça reste à saluer. Et ça me permet également de, encore une fois, saluer le travail de passe de Kelly Olynyk. Sur ce genre de passe, on pourrait se dire que c'est très facile en tête de raquette pour un intérieur. Sur celle-ci, où il doit vraiment lire le mouvement et de Mike Conley et de Lauri Markkanen et pouvoir être prêt en cas de ce genre de cut beaucoup plus rapide, et ben vous le voyez, il est prêt, la passe elle est parfaite dans les mains de Markkanen et ça encore, on maximise la polyvalence du roster et des joueurs qui sont présents sur le terrain. Autre situation, et ça va être pour vous faire une ouverture, et ensuite vous verrez de par vous-même lors des matchs du Jazz, mais pour faire une ouverture, là on l'a fait de manière très classique, c'est-à-dire des écrans off-ball qui partent du corner avec un écran sur l'aile et puis voilà, potentiellement un drive ou une démarcation à 3 points. Les écrans off-ball, le Jazz les utilise bien plus souvent et à des endroits beaucoup moins stéréotypés dans le terrain. Et on va le voir ici avec Kelly Olynyk qui va faire un écran pour Mike Conley. La passe, elle est au-dessus. Mike Conley, il a un shoot complètement ouvert. C'est Malik Beasley qui faisait la passe et qui remontait de ce côté-là du terrain. On parlait encore une fois de la polyvalence, la polyvalence du playmaking de cette équipe du Jazz. Malik Beasley, c'est lui qui fait la passe et qui est dans ce rôle de distributeur dans ce cas-là. Et vous le voyez, la passe, il n'y a rien à dire dessus. Une dernière action pour vous montrer que cette efficacité des écrans hors du ballon, elle est très importante pour le Jazz. C'est ça qui lui permet d'obtenir beaucoup de shoots ouverts. Et c'est grâce aussi au fait de pouvoir interchanger les joueurs. Vous avez vu Mike Conley à la passe, vous avez vu Mike Conley en premier initiateur, vous avez vu Mike Conley sur le pick and roll et sur les écrans, vous l'avez vu en finisseur, vous l'avez vu dans toutes les postures. Pareil pour Lauri Markkanen, pareil pour Kelly Olynyk. Et là, on l'a pu le voir, Clarkson, mais aussi Malik Beasley. Et j'ai pris que quelques actions pour aller rapidement, mais c'est comme ça pour énormément d'actions et vous pouvez retrouver énormément de joueurs à différents postes et différents rôles dans ce style de jeu-là et dans ces écrans off-ball avec différentes positions, différents rôles et tous interchangeables. Et ça, c'est très très fort parce que ça permet d'être tout le temps, constamment menaçant. Pour les défenses, il n'y a pas un joueur qu'on peut laisser de côté, pas une action, pas un écran qu'on peut se permettre off-ball d'ignorer. Et c'est quelque chose qui est très important pour le Jazz, qui en plus a souvent 5 shooters sur le terrain. On parlait de Markkanen, mais Olynyk, et de Olynyk, quand ils sont tous les deux sur le terrain, les deux sont capables de shooter à l'extérieur. Ça laisse des lignes de drive ouvertes, et ça laisse aussi la possibilité de pouvoir shooter pour n'importe quel joueur, et donc de profiter de tous ces écrans pour aller soit driver, soit se démarquer à 3 points, mais toujours proposer une solution menaçante et dont la défense ne peut pas ignorer. J'aime beaucoup ce que fait Will Hardy parce qu'il y a plus qu'un playbook, il y a plus que des tactiques et des actions très précises pour démarquer les joueurs, etc. Un peu comme on pouvait le voir aux Kings, ça va au-delà de ça, c'est qu'il y a vraiment la compréhension de tout son effectif, la maximisation aussi de tout son effectif, parce que voir Jordan Clarkson, autant passeur, autant playmaker, voir Malik Beasley, autant pareil, playmaker et actif dans les systèmes off-ball, beaucoup d'extérieurs qui font des écrans qui s'appliquent sur leurs écrans. On parlait tout à l'heure de l'incapacité des Knicks à faire des écrans. Là, il y a même des extérieurs qui font des meilleurs écrans que tout le roster des Knicks et des intérieurs compris. On a des intérieurs qui sont très polyvalents et à la basse et au shoot et sur le drive et qui permettent du coup de pouvoir faire plein de combinaisons. Et ce qui est génial, c'est que on a la maximisation de tous ces talents et pour aller au-delà d'un playbook, faire une vraie philosophie de jeu sur lequel les joueurs vont pouvoir improviser, vont pouvoir créer naturellement et aller plus loin et surtout représenter chacun une menace sur le terrain et multiplier en fait la menace que chaque joueur va représenter sur le terrain. Ça donne une offense vraiment très plaisante à voir jouer. Très très plaisante à voir jouer et extrêmement efficace. La franchise n'a-t-elle pas, en 16 matchs, réussi à cocher tous les objectifs de la saison? On a des joueurs qui sont potentiellement à transférer et qui sont maximisés dans leur valeur marchande. On a des jeunes joueurs qui prouvent qu'ils peuvent se développer en bien et surtout un coaching staff qui, au bout de 16 matchs, montre qu'il est capable
d'avoir la pédagogie pour développer des joueurs, de créer un système qui puisse donner le meilleur de ces joueurs-là et avoir des idées, que ce soit offensivement et défensivement. Est-ce que le Jazz n'a pas rempli tous ces objectifs maintenant qu'ils tradent des joueurs pour des assets de draft, qu'ils finissent leur saison en perdant, etc. Tous les signaux sont en vert, que ce soit pour récupérer des bons positionnements à la draft parce que leurs joueurs, leurs assets ont une très bonne valeur marchande avec ce début de saison, que ce soit pour avoir des premières pièces sur lesquelles baser leur futur. Lauri Markkanen pourrait être reste un assez jeune joueur qui pourrait faire office de deuxième, troisième option derrière un autre très bon joueur à potentiel à la draft. Et puis on a enfin un coaching staff qui prouve d'ores et déjà, qui pourra dans la reconstruction à venir affirmer le potentiel, de faire éclore le potentiel de certains jeunes joueurs, les faire travailler comme il faut pour avoir une cohérence d'équipe, un jeu d'équipe qui digne de ce nom, et surtout les amener à leur meilleur niveau. Je trouve vraiment que ce début de saison du Jazz n'est pas seulement bon dans l'aspect mathématique du bilan, mais bien évidemment, mais bien plus que ça encore, est excellent dans tout ce que ça veut dire pour la franchise dans son futur. Et ça, en 16 matchs, c'était pas gagné, je m'y attendais pas du tout, et je pense que c'est vraiment une source d'enthousiasme, que ce soit pour les fans du Jazz, mais aussi les fans lambda de la Ligue, parce que je trouve que c'est un très beau symbole de ce qui est capable de faire une franchise quand elle est potentiellement bien gérée. On verra ce que Danny Ainge va faire. Il lui reste beaucoup de choix à faire pour que ça puisse prendre une très bonne direction. Mais déjà, il y a quand même tout pour que ce Utah Jazz fasse une très belle reconstruction. Et ça, alors que ça vient à peine d'être enclenché, c'est très fort, messieurs.